passer à un sujet un petit peu différent maintenant. On va rentrer un peu plus dans l'IT. Et on va parler d'éco-conception. Alors non pas dans l'industrie comme on a pu le faire tout à l'heure avec Thomas et 1083, mais dans les services numériques. Je vais appeler Faustine Louis et Julien Brature. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Parce qu'évidemment, les services numériques, ils sont partout aujourd'hui. Ils sont partout et l'éco-conception a beaucoup à proposer aux acteurs des services numériques. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Faustine, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, je m'appelle Faustine Louis, je travaille chez Apsid, qui est une grosse entreprise qui offre des services numériques. Et je suis issue d'une reconversion il y a 3 ans seulement que je fais ce métier. Avant, j'étais dans la recherche et voilà. C'est un domaine un peu nouveau pour moi. Et tu es précisément analyste développeuse, je crois. Voilà, je suis analyste développeuse chez Apsid. Julien, alors toi, c'est un peu plus complexe, tu es permamaker, je crois. Tu vas nous expliquer ce que c'est et ce que fait Norcis. Je vais essayer. Oui, je suis permamaker chez Norcis. Donc Norcis, c'est une entreprise de services numériques de 600 collaborateurs. Depuis 2019, on s'inscrit autour du modèle de perma-entreprise. J'entendais Thomas en entrée de l'échange qui parlait de perma-industrie, et donc ça fait plaisir de voir que le modèle est sain. Mais effectivement, c'est un modèle qui s'articule autour de 3 piliers. Un pilier qui est prendre soin de la planète, un deuxième pilier qui est prendre soin des humains, et un troisième pilier que Thomas évoquait tout à l'heure, qui est peut-être un peu plus complexe à appréhender et à mettre en œuvre, qui est de se fixer des limites et de redistribuer les richesses. Voilà. Et donc, moi, mon rôle, on va dire, c'est plutôt du développement commercial chez Norcis, mais sous un certain prisme. C'est pour ça que voilà, l'idée, c'est de pouvoir à la fois, à travers chacune de nos fonctions, déployer ce modèle de perma-entreprise. Alors, on comprend évidemment les sujets d'analyse de cycle de vie, ça a été rappelé par Fabien. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Altior et BPI France sur la partie vraiment industrielle. Mais dans les services numériques, ça veut dire quoi l'éco-conception? Julien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la démarche? Comment ça se construit? À quoi ça sert? C'est quoi l'objectif? Alors, j'ai parlé des 3 piliers de Norcis. Nous, derrière notre métier, c'est de faire des services numériques. On sait que le numérique, aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas le principal, mais c'est pas neutre non plus. Donc, compte tenu de notre positionnement, il faut nécessairement faire quelque chose. On s'aperçoit, et moi je m'aperçois tous les jours quand je suis en clientèle, que l'enjeu écologique importe à tout le monde, et d'autant plus aujourd'hui, qu'il y a 5 ans, quand moi j'ai commencé à m'intéresser commercialement, on va dire, au déploiement de l'écologie dans le numérique. Dès qu'il faut lier, on va dire, conscience écologique avec performance économique du projet, ça devient plus compliqué, et souvent en clientèle c'est perçu comme une contrainte. Donc nous, on a cherché à contourner quelque part ce modèle-là en se disant il faut que ça devienne un investissement pour nos partenaires plutôt qu'une contrainte. Et on s'est intéressé à un modèle qu'on appelle l'économie chez nous, qui s'appuie sur l'éco-conception et qui vise à valoriser en fait l'optimisation de la performance écologique versus les coûts économiques du projet. Donc c'est une démarche qui s'appuie à la fois sur une mesure d'une performance qui est plurielle et sur un ensemble d'outils. Je ne sais pas si vous voulez que je développe comment on fait chez Norcis tout de suite. Mais, on en parlera après. Merci pour ce cadrage. Faustine, toi tu as un regard sur l'éco-conception qui se nourrit en fait de différentes expériences. Comme tu l'as dit, tu viens aussi de milieux un peu différents. Tu as agrégé différentes expériences. Qu'est-ce qui aujourd'hui réunit en quelque sorte celles et ceux qui sont promoteurs de l'éco-conception dans les services numériques? Alors, l'éco-conception, avant tout, c'est des personnes. Donc, vous allez avoir au sein de votre entreprise des collaborateurs, mais aussi des utilisateurs, qu'il va falloir sensibiliser déjà dans un premier temps à l'éco-conception, de manière à pouvoir commencer à
à mettre en place des processus de développement d'éco-conception. Donc moi je suis plus niveau technique, j'étais développeur, je suis passée dans l'analyse, donc dans la conception d'applications. Et là en fait, vous allez avoir besoin vraiment de changer parfois des façons de penser. Et ça prend un peu de temps, donc dans un premier temps vous allez sensibiliser vos collaborateurs et les usagers à de nouvelles pratiques. Et après, petit à petit, vous allez pouvoir commencer à former et intégrer dans vos processus de conception et de développement de vos applications ces nouveaux usages en fait. Donc c'est un peu quand on a commencé à mettre en place des pratiques écologiques, que ce soit au sein de nos foyers ou dans les entreprises. Bon, bah, ça a pris un peu de temps, on a sensibilisé et après on a commencé à former des personnes qui peuvent venir au sein d'une entreprise, vous expliquer comment faire et mettre en place un certain nombre de processus. Donc là, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on a vraiment des personnes, c'est des personnes, alors pas forcément à convaincre, hein, les gens ne sont pas difficiles à sensibiliser et à convaincre, mais il va falloir changer des pratiques, il va falloir changer des usages, et donc petit à petit mettre en place ces différents processus au sein de l'entreprise. Alors Julien, justement, tu nous disais, tout ça requiert quand même de la méthode. Tu nous parlais d'économie, il y a des process, c'est quelque chose qui s'est construit, j'imagine, par itération, et Norcis en a fait un peu sa marque de fabrique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement ce process de construction méthodique de l'éco-conception appliquée au service numérique? Oui, alors effectivement, la démarche d'économie commence au départ, je rejoins, il y a tout un travail de conduite du changement et puis d'infusion, on va dire, dans les entreprises, de formation. Nous, on le fait auprès de nos partenaires, mais aussi en interne pour former nos directeurs de projet, nos développeurs, nos analystes. C'est un sujet qui a été abordé d'abord en recherche et développement par notre pôle d'innovation en interne, et qu'ensuite on a expérimenté effectivement chez les clients. Donc comment on s'y prend très concrètement? Déjà, il y a un ensemble d'indicateurs. Au début, quand on parle de mesures de performance et qu'on se dit comment on fait pour que ça ne soit pas un coût net, la prise en compte de l'écologie sur les projets numériques, il faut nécessairement le mesurer. Donc, il y a des éléments de mesure économiques classiques des projets qui sont les KPI, qui vont être la mesure de la charge, du reste à faire, qui vont être la mesure d'un budget. Et à ça, on va joindre des indicateurs écologiques classiques. Donc on a les coûts d'hébergement qui sont rapportés à des équivalents CO2. Ça c'est assez classique parce que les hébergeurs maintenant savent globalement bien le faire. On a aussi un indicateur classique qui sont les coûts écologiques de fabrication des produits numériques. Et ensuite on a des coûts, je dirais, connexes à prendre en compte, qui sont les bonnes pratiques de développement, c'est-à-dire que l'outil numérique soit éco-conçu au sens logiciel, et la sobriété dans sa conception. Concrètement, c'est de se dire est-ce qu'il faut développer ou pas. Donc là, on est vraiment dans je dirais, un peu le contresens presque pour une société de service, mais qui dans une logique complète du produit n'est pas nécessairement un problème économique. Et il y a des coûts aussi qui sont indirects, hein, qui vont être liés au déplacement lié à la fabrication d'un produit numérique, qui sont souvent pas neutres du tout, et à l'usage, que ce soit l'usage en termes de volume ou en termes de ce à quoi va servir le produit numérique qui est développé. Donc comment on fait pour rendre tout ça concret? On ramène déjà tout ce qu'on peut ramener à des équivalents carbone. Par exemple, tout ce qui va être les échanges de mails, l'hébergement, le développement de clients lourds, le développement de batch, etc. Tout ça, on va rapporter ça à du carbone, et on s'appuie sur une démarche d'éco-conception. On se demande au niveau de notre conception, au niveau de notre réalisation de produits, au niveau de notre maintenance, etc. Comment on optimise quelque part le coût écologique du projet. Cette démarche d'éco-conception, c'est plutôt une démarche industrielle à la base sur laquelle on s'est appuyé. Et dans le cadre du numérique, il y a des choses qu'il faut qu'on rajoute. Je parlais tout à l'heure des déplacements. Nous, on est en mesure aussi de mesurer à l'échelle de la journée le déplacement de l'ensemble des personnes qui contribuent à un projet et de l'intégrer dans le coût carbone du projet. De la même manière pour l'usage, qui est normalement pas pris en compte dans l'éco-conception, on arrive à l'intégrer avec des outils. Donc là, je passe un peu à l'outillage qu'on a derrière.
Déjà pour faire tous les comment dire, les équivalences carbone, on s'appuie sur un ensemble d'équivalences qui existent, notamment des équivalences qui sont fournies par l'ADEME ou un ensemble de travaux de recherche qu'on a développé en parallèle. Et ensuite, on parlait tout à l'heure dans l'introduction de la mesure en fait, du coût carbone des pages web. On s'appuie là-dessus sur un petit outil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'éco-index. Et on va un petit cran plus loin avec un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle l'écolonomètre, qui vise en fait à donner un poids d'usage à chacune des pages pour calculer en fait le coût carbone de parcours numérique. Donc ça permet de se dire s'il y a un service numérique qui est utilisé par 2 personnes, une page qui est visitée 1000 fois, tout ça c'est pris en compte dans la mesure de l'usage d'un service numérique. Donc tous ces outils-là, ça va nous permettre d'avoir le coût carbone global du projet. Ensuite, par rapport à des audits avec nos clients, on va être capable de dire dans ce coût carbone, qu'est-ce qu'il y a un déchet carbone, et ce déchet carbone, par des équivalences de compensation, on va être capable de dire ce coût carbone, le coût de compensation est tant d'euros. Donc on sait dire à un client, sur un projet numérique, sur l'ensemble de sa fabrication, de son usage, des déplacements qui rentrent dedans, la manière dont il a été conçu, la manière dont il a été développé, voilà le déchet carbone qu'il génère. Et ça, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'investissement versus le coût net, c'est hyper important parce qu'on est capable de dire à un client, voilà combien ça vous coûte de ne pas changer la performance écologique de votre projet, et voilà combien ça vous coûte de faire le changement. Et il sait voir s'il y a un impact économique positif, neutre, négatif, et après il sait prendre des décisions. Donc ce que ça apporte, c'est d'être capable d'apporter une aide à la décision sur la performance écologique des projets informatiques. Je vais rebondir justement sur ce sujet du coût, et je me tourne vers toi, Faustine, parce que finalement, tout à l'heure, tu faisais un peu le parallèle entre l'histoire de l'intégration de l'écologie dans les consciences et la manière dont les conceptions arrivent aussi dans les pratiques. Et finalement, le sujet du coût, il se répercute également, c'est-à-dire que en fait, être vertueux écologiquement, ça a un coût, être vertueux parce qu'on fait de l'éco-conception, ça a aussi un coût. Comment justement on évite de faire en sorte que ce coût soit trop élevé et soit pénalisant en fait pour les projets. Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué amorcer une transformation, un changement. Bah si, ça a un coût, ça a un coût parce que on va prendre peut-être plus de temps, on va changer les façons de faire et ça risque de se répercuter sur le client au final. Et donc des mesures incitatives peuvent favoriser en fait la conduite de ces changements et faire prendre conscience que au fur et à mesure, au sein de toutes les entreprises, de le mettre en place et de favoriser cette mise en place justement. Donc là, après, on va peut-être travailler plus au niveau des territoires, au niveau politique. Hein. On peut avoir des incitations politiques qui vont favoriser la mise en place de ces outils au sein des entreprises. On peut aussi localement en fait favoriser le développement de ces solutions. Donc ça peut être en favorisant des collaborations entre différentes entreprises, en favorisant la formation aussi au sein d'un territoire par exemple de développeurs qui vont utiliser des techniques d'éco-conception. Voilà. Il y a un ensemble de choses qui peuvent être mises en place à différentes échelles, à la fois à l'échelle nationale, à l'échelle du territoire, les collaborations qu'on peut avoir entre les différentes entreprises et bien évidemment les solutions qu'on va vendre à nos clients. Alors, on a parlé en introduction de température dans les bureaux. Il y a des obligations de ne pas trop chauffer l'hiver et pas trop refroidir l'été. Est-ce qu'un jour, je pense qu'on va arriver à des obligations d'éco-concevoir les services numériques? Je pense qu'on va en arriver là. On arrivera à des audits, à mon avis, d'analyse des outils qui seront développés et utilisés, peut-être principalement déjà dans un premier temps au sein des services de l'État, qui vont probablement devoir faire preuve de sobriété avec leurs outils numériques. Après, on le voit très bien dans les différentes conférences là qu'on a déjà eues.
la data commence à prendre une place vraiment très très importante dans nos vies. Analyser ces data, ces services numériques qu'on offre, ça permet aussi de faire le lien entre ces data et les usagers. Et tous les algorithmes qu'on va développer pour pouvoir analyser ces data, il va falloir les optimiser. Il ne faut pas qu'ils soient de gros consommateurs. Il faut qu'on puisse optimiser au maximum l'analyse de ces données pour bien évidemment favoriser nos usages, mais également faire très attention à la façon dont on va le faire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Faustine ou pour Julien? Oui, le micro arrive. Bonjour, j'ai une question peut-être plus pour Julien. Ça fait quelques années que je travaille dans l'industrie et on voit les projets informatiques qui évoluent avec les ans et des besoins et qui font qu'en fait on crée un écosystème qui est complètement hétéroclite. Est-ce que dans la façon dont vous travaillez, vous êtes capable de faire du diagnostic pour justement partir d'un existant et proposer finalement une solution d'optimisation de cet écosystème pour le rendre plus vertueux? Alors, oui. Ça, c'est quelque chose d'assez, on va dire, d'assez classique dans les sociétés de services qui est plutôt de la, enfin, informatique, plutôt de la rationalisation de parcs applicatifs. Souvent, c'est plutôt demandé par les directeurs de systèmes d'information sous l'axe d'une rationalisation économique. Cela dit, effectivement, l'audit dont je parlais tout à l'heure, l'audit flash qu'on appelle l'éco-audit, vise complètement cet objectif, c'est-à-dire qu'à travers 12 questions, on va s'intéresser sur un axe stratégique, organisationnel, sur un axe technique et sur un axe métier à la performance écologique du système d'information. Et ensuite, ça va nous permettre de définir un ensemble de plans d'action pour être dans une optimisation du système d'information. Souvent, l'axe qu'on prend, c'est un axe à la fois économique et écologique, en fait, à l'instar de la démarche d'économie dont j'ai parlé, parce que c'est toujours une prise de décision et on ne va jamais faire du 100% écologique ou du 100% économique, ou en tout cas c'est très rare. Donc nous, en fait, ce qu'on préconise souvent, c'est une co-construction avec nos partenaires d'un juste dosage par rapport à leur contexte, à leurs enjeux, pour rationaliser leur outil informatique autour de ces deux axes, avec une photo à l'instant T, mais aussi une manière d'avoir une bonne scalabilité, une bonne évolutivité aussi du système dans le temps, parce qu'on parlait d'investissement tout à l'heure, mais pour moi c'est vraiment ça la clé, c'est de dire est-ce qu'il y avait la question tout à l'heure, est-ce qu'on va être obligé quelque part d'être vertueux écologiquement sur les projets, soit informatiques ou autres? Moi je pense que oui, et je pense que ça commence déjà à être le cas, parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de sociétés qui quelque part s'intéressent pas du tout au sujet, qui aujourd'hui le mettent dans leur communication, etc. C'est que sur les marchés publics, déjà si vous voulez répondre à des acteurs publics, vous êtes obligé quelque part de montrer patte blanche, de vous faire labelliser, etc. Donc ça veut dire que les gens qui ne le font pas aujourd'hui, ils ne vont pas avoir le coût aujourd'hui, mais ils vont avoir un surcoût très fort demain. Donc même d'un point de vue économique, je pense que la question de la performance écologique des systèmes d'information, elle doit se poser aujourd'hui. Enfin, D'autres questions? Profitez-en, profitez de la présence de nos intervenants. Oui? J'ai une question, je ne sais pas si vous aurez les éléments de réponse, mais c'est une réflexion que m'amène votre démarche. Alors, ma question c'est, est-ce que vous avez développé vos propres méthodes d'économie, ou est-ce que vous avez utilisé des outils qui étaient déjà disponibles? Le sens de ma question, c'est que dans vos démarches, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir les consommations par rapport aux usages, par rapport à un système plutôt qu'un produit tout seul. Et est-ce que votre démarche pourrait être... est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui de l'utiliser sur un autre champ, par exemple sur la conception de circuits touristiques? la conception, pardon, j'ai pas... Circuit touristique, donc quelque chose complètement différent, pas du tout... Alors, pour répondre à la question, effectivement, donc nous, c'est parti au départ d'une réflexion qui est assez ancienne, parce que la première réflexion sur
à l'époque c'était l'éco-conception de services numériques, qui date d'il y a plus de 10 ans. Et on a itéré. Au démarrage de l'action, l'idée était plus de se dire comment on peut imaginer des outils qui permettent de rendre plus vertueux les usages du numérique. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, on n'a pas une posture d'éditeur, on n'a pas un modèle économique d'éditeur, on est vraiment une société de services en informatique, et que c'est pas notre métier de développer des outils. C'est-à-dire que, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'outil l'économètre qu'on a fait. Bon, ça reste un tableur Excel derrière. Il y a des outils peut-être que vous connaissez, comme Frugger par exemple, qui sont très efficaces, hyper efficients, ou des outils qui sont développés par des entreprises comme WinSpector, qui sont des sociétés qui ont un peu pignon sur rue sur ces sujets-là, qui sont tout aussi performants. Nous, notre logique aujourd'hui, c'est pas une logique d'outils, c'est vraiment une logique d'approche, et autour de cette approche, s'appuyer sur un ensemble d'outils qui sont des fois l'économètre, des fois on s'appuie sur Frugger, quand par exemple nos partenaires s'appuient sur Frugger pour calculer le poids carbone de leur page web. Donc aujourd'hui le parti pris c'est vraiment de se dire on prend un contexte particulier, donc ça peut être vraiment tous les contextes. Dans nos clients, on travaille avec des clients industriels, on travaille avec l'ADEME, on travaille avec la Caisse nationale d'assurance maladie, on travaille avec des startups de 5 personnes. Et c'est de voir dans leur contexte avec quels outils on doit travailler ou pas, et est-ce que l'optimisation de l'éco-conception elle passe plus sur les usages, est-ce qu'elle passe plus sur l'allongement de la durée de vie du matériel qui est utilisé pour faire les outils numériques, est-ce qu'elle passe plus par les déplacements qui sont beaucoup trop forts, et on s'interroge là-dessus pour voir après comment on peut accompagner à façon les entreprises. D'ailleurs, il n'y a pas que les entreprises, je parle d'entreprises, mais ça peut être des entreprises, ça peut être des opérateurs d'État, ça peut être des associations.